Non, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir donc, que je viens un peu parler avec vous de ce que je vais appeler l'agroécologie, comme on va essayer de positiver si vous en êtes d'accord ce soir. Alors, est-ce que c'était légitime de m'inviter? J'en sais rien, parce que je connais assez peu la viticulture et je ne suis pas non plus un spécialiste du cuivre. Donc, vous verrez que donc, je ne suis peut-être pas l'homme de la situation. Mais ce que je retiens quand même de nos discussions d'hier et d'aujourd'hui, et puis même un peu de ce que je vois désormais là sur le tableau, c'est qu'il y a quand même un consensus entre nous, alors non pas pour dénoncer l'agriculture industrielle, et surtout pas dénoncer ceux qui pratiquent l'agriculture industrielle, mais de reconnaître qu'elle est à bout de souffle. Alors évidemment, dans la vigne, parfois, il y a encore des revenus, mais elle est quand même globalement à bout de souffle, et elle est très contestée, elle est même très stigmatisée, et pour un très grand nombre d'agriculteurs, ça devient pénible. Alors je ne vous cache pas que j'interviens souvent dans des zones, on va dire quand même un peu moins favorisées que Saint-Émilion. Mais quand un éleveur breton m'interroge, alors est-ce que je dois investir dans un robot de traite? Qu'est-ce que vous en pensez? Et me demande conseil. Je ne vous cache pas que je ne sais plus quoi répondre. Je sais que s'il n'investit pas dans un robot de traite aujourd'hui, il peut dégager tout de suite. Je sais que s'il investit dans 1, 2, peut-être 3 robots de traite, là, tout de suite, peut-être qu'il dégagera dans 10 ans et il aura encore un endettement. Donc il y a un vrai problème, je parle là pour un peu la France des 1001 terroirs, c'est-à-dire que même en termes strictement monétaires, en oubliant momentanément les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts cachés, le lait pas cher qui nous coûte très cher, parce qu'on paye tous des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, le pain pas cher, qui nous coûte en fait très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet ou pas de désherbant, le coût de dépollution des eaux, on le paye évidemment pas dans le prix du produit, mais on le paye ailleurs. Et les agriculteurs qui s'entendent dire, alors c'est nos subventions, c'est bien, c'est nous contribuables, les subventions de la politique agricole commune, vous êtes des mendiants, là, vous nous demandez des aides, et puis ensuite les algues vertes, l'atrazine dans le hanap phréatique, et tout ça, c'est bien vous. Alors ça devient insupportable. Et des gens qui sont endettés jusqu'au cou, et il y en a beaucoup dans les agriculteurs. D'ailleurs, on va voir que c'est ça qui fait aussi un peu l'inertie vers de nouvelles transformations. Donc, je crois qu'il y avait un accord relativement unanime entre nous sur le fait qu'on est obligé complètement de changer. Et ça va être un changement, alors les scientifiques disent changement de paradigme, changement de façon de comprendre l'agriculture, façon évidemment de la mettre en œuvre. Ça va être un plaidoyer que je vais faire pour une vraie révolution technique radicale, à l'opposé de ce à quoi nous sommes habitués. Et c'est bien ça la difficulté, c'est que, évidemment, ça ne va pas être un grand soir, ça va être une transition, il faut l'adhésion du plus grand nombre, il y aura les consommateurs, bien sûr, il y aura les environnementalistes, bien sûr, mais on ne fera pas sans les paysans. Alors, évidemment, pour ce qui est, on verra, y compris dans le débat, j'imagine que on va discuter de la vigne, mais je voudrais donc juste vous présenter un peu ce que je vais appeler, alors moi j'ai appelé ça l'agroécologie, et j'ai rajouté pour une alimentation saine, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour si on pouvait bien manger, ce serait pas mal. Un développement durable, on va essayer de penser aux générations futures. Moi, on m'enseignait la fertilité des sols. Quand j'étais étudiant en agronomie, il fallait penser à ce que les sols ne soient pas érodés, que le taux d'humus soit maintenu, que ce ne soit pas salinisé, ce genre de choses. Et bien, la fertilité aujourd'hui, je crois, il nous faut revoir le concept à l'échelle de l'environnement entier, de l'écosystème. Et l'une des principales menaces, je vois qu'elle est ici, sur l'avenir de notre agriculture pour les générations futures, c'est peut-être la surmortalité des abeilles, la surmortalité des insectes pollinisateurs. Il peut y avoir des effets de seuil à partir duquel les tournesols, les colzas et les pommiers, les poiriers, évidemment je ne cite pas la vigne, mais ne sera pas fécondé. Donc je crois qu'il y a là vraiment un réel problème. Alors, y a-t-il des alternatives? C'est ça qui m'a été posé comme question. Eh bien écoutez, techniquement, même si j'entendais dans les débats tout à l'heure que modéliser le vivant, c'est pas encore très bien faire et tout. Bon, il y a quand même des gens qui ont fait déjà des systèmes alternatifs et moi je vais essayer de vous montrer qu'il y a des fondements scientifiques à une vraie révolution technique agricole et soyez sans crainte, il y a déjà des gens qui pratiquent ce dont je vais parler et démontrent que ça peut être redoutablement efficace pour une alimentation saine et un développement durable. J'appellerais ça agroécologie. Alors, agroécologie,
j'imagine, et y compris là, la librairie vend des livres de Pierre Rabhi, et j'imagine, il y a le sien sur l'agroécologie. 2 points, une éthique de vie. Je partage ce point de vue. Si on est tous réunis ici, c'est peut-être qu'on partage une même éthique. Donc il y a bien, je ne m'inscris pas contre ça. Si on demande à l'ancien ministre de l'Agriculture français, M. Stéphane Le Foll, il vous dirait c'est concilier la performance économique et la performance environnementale. Je suis d'accord aussi. Je ne vais pas m'inscrire contre ça. Mais moi, je voudrais vous parler de l'agroécologie, momentanément en tout cas, comme une discipline scientifique. C'est-à-dire, je voudrais parler avec vous comme un agroécologue et peut-être découvrir que derrière l'agroécologue, il y a quand même un agroécologiste engagé. C'est la question un peu d'hier. Un journaliste doit être objectif et peut-il être engagé? Un scientifique doit être impérativement objectif. Et la question, évidemment, peut-il être engagé à la suite de ça? Et quand il parle, est-ce que c'est son engagement qu'il essaye de faire passer ou est-ce qu'au contraire, c'est ses résultats scientifiques qui l'amènent à s'engager? Là, vous avez le droit de poser la question. Vous êtes même invité à la suspicion. Voilà. Alors, l'agroécologie scientifique, voilà, je dirais pour moi, c'est vrai que vous allez devoir, attention aux torticolis, mais je dirais que c'est une discipline scientifique, c'est un écologue qui va essayer de rendre intelligible, au profit du plus grand nombre, bien sûr, c'est indispensable, il ne s'agit pas d'être dans la tour d'ivoire, l'objet de travail des agriculteurs qu'on va appeler agroécosystème. C'est-à-dire que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas la vigne, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le troupeau, ce n'est pas le maïs, c'est à chaque fois un environnement, et ils sont d'ailleurs parfois plusieurs dans un même finage villageois, dans un même terroir, dans un même bassin versant, à aménager un écosystème qui n'est plus du tout naturel, qui est un écosystème agricole, c'est-à-dire aménagé par l'homme. Alors évidemment, le paysage ici de Saint-Émilion, excusez-moi, si vous me dites c'est naturel, là, non. Le degré d'aménagement de cet écosystème, il est évident pour tout le monde. Sachez quand même qu'en France, pour un grand nombre de gens, un bocage breton, c'est naturel. Alors c'est totalement faux. Le bocage breton, ça a été aménagé par l'homme. L'humanité n'aurait pas aménagé ça, qu'il y aurait de la forêt, il y aurait de la lande. Mais je peux vous assurer, et nul ne s'est plaint de ce que le bocage aboutissait à une alimentation saine et un développement durable. Tiens, voilà un écosystème qui n'est pas dénoncé. La vigne, elle l'est. On me dit, les fongicides, et puis alors si on cherche une substitution, le cuivre, reste bien sérieux. Mais les bocages, j'ai rarement vu des gens dire, mais attendez, c'est dégueulasse, c'est malsain, c'est pas bon. Non, au contraire, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens qui ont su aménager des agroécosystèmes intelligents, à la fois productifs et durables, c'est-à-dire de génération en génération, les potentialités productives, la fertilité de l'agroécosystème n'avait pas diminué. Pour être honnête, je vais parler quand même un peu de moi, excusez-moi, mais ma première expérience professionnelle, c'était la riziculture. J'étais à Madagascar, donc mon peu de légitimité, c'est ça, c'est que je suis normand, donc moi je bois du lait plutôt que du vin, il faudra vérifier. Et j'ai surtout vécu sous les tropiques, donc je connais plutôt l'agronomie tropicale. Mais je devais enseigner à des femmes malgaches qui repiquaient le riz à la main, je devais leur enseigner la riziculture améliorée. J'avais, vous imaginez bien, la variété à paille courte, sélectionnée, capable de bien intercepter les rayons du soleil, résistante à la verse, haut potentiel de rendement, mais quand même un peu gourmande en engrais, et puis sensible aux cicadelles, et du coup, il fallait quand même la protéger avec des produits ancides. Et je mets les pieds dans la rizière, et je découvre que dans la rizière, il y a du riz, certes, mais il y a aussi des escargots, il y a des grenouilles, il y a des poissons, il y a des canards, que les canards sont en train de picorer les herbes adventices, que j'appelais mauvaises herbes, et que les canards picoraient les insectes ravageurs. Et moi, avec ma variété, ces engrais, ces pesticides, je tuais les grenouilles, je tuais les poissons, je tuais les escargots, je tuais les canards, je tuais les protéines. C'était nul. Alors, non mais il faut quand même que j'avoue avoir quand même commis une faute dans mon métier. J'étais pas bon. Donc on a oublié tout simplement que, alors de plus, après, j'ai su qu'il y avait des cyanobactéries, fixaient l'azote de l'air, contribuaient à la fertilisation du riz, mais que la rizière est un agroécosystème d'une incroyable complexité. Voilà. Et bien, je pense que l'agroécologie, elle est là pour expliquer le fonctionnement et la complexité éventuelle
de ces agroécosystèmes aménagés par l'homme. Avec une difficulté, c'est que quand c'est un écosystème simplifié, il n'y a que de la vigne, que les mêmes clones. Enfin non, ouf, on n'est pas à Saint-Émilion. Mais soyons clairs, quand il y a la monoculture, eh bien, expliquer ce qui se passe, ça devient encore plus urgent, parce que les écosystèmes qu'on a trop simplifiés, eh bien, c'est quand même les écosystèmes les plus fragilisés. Et je sens que c'est vraiment un des problèmes majeurs de la viticulture, notamment quand il y a des appellations d'origine protégée, parce qu'effectivement, dès qu'un territoire bénéficie, je dirais, d'une protection, protégée, ça veut dire protection, avec un prix grâce à une appellation d'origine contrôlée, des certifications, etc. Et bien effectivement, on commençait à dire « Ah, vous ne pourriez pas mettre quelques bosquets par ici, vous ne pourriez pas mettre quelques haies par là. » Les gens disent « Mais attendez, ça va me manger des mètres carrés de quelque chose qui est hautement rentable. » Donc je sens qu'il y a une difficulté en viticulture, et notamment dans des zones d'appellation d'origine protégée, qui pourrait aller un peu à l'encontre de la diversification. Et là, je suis désolé, je vais plaider pour la diversification. Donc, d'où, voilà, on va positiver, mais il y a peut-être des difficultés. Je sens que vous allez m'interroger sur... Mais attendez, est-ce que je ne suis pas un doux rêveur? Alors, allons-y. Il y a quand même de bonnes nouvelles pour une alimentation saine. Ça a été dit, et je parle donc sous le contrôle de médecins, diététiciens, anthropologues et autres. Mais une alimentation saine, je crois que tous les médecins nous diront, c'est si on pouvait à chaque repas avoir un bon équilibre entre les calories, l'énergie, les protéines, les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants, etc. Et si on pouvait avoir ça dans chacun de nos repas, une alimentation équilibrée, ce serait quand même très bien. Je n'exclus pas le vin dans la ration. Mais avec modération, ça m'a déjà été dit 1000 fois. Mais alors... On va quand même commencer par la première nécessité, c'est l'énergie. Nous avons besoin, pour ne serait-ce que dépenser de l'énergie au travail, dans les déplacements, dans les loisirs, l'énergie que nous dépensons, c'est l'énergie qu'on a trouvée dans l'alimentation. Et la bonne nouvelle, vous la connaissez tous, donc il n'y aura pas que des scoops, ce soir je le dis tout de suite, mais l'excellente nouvelle, c'est que l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, vin compris, eh bien, ça nous vient du soleil. C'est la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Ça s'appelle photosynthèse. Et la très bonne nouvelle, il n'est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années. Donc durable, là je crois qu'on peut y aller. Je veux dire, sans limite, sans restriction, je vous suggère que nous fassions tous l'usage le plus intensif possible de ce qui ne nous coûte rien et de ce qui est renouvelable. Et j'ai coutume de dire, je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Alors j'ai visité un petit peu la région, bon, on va regarder, on va juger si la vigne fait bien l'usage le plus intensif de l'énergie solaire. Mais les principes de base pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, le premier principe général, c'est quand même celui-là. Faire l'usage le plus intensif de ce qui ne coûte rien, renouvelable et... Alors, ce qui coûte, c'est l'accès au terrain. Mais justement, quand on a accès au terrain, faire en sorte que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables d'intercepter la lumière et transformer ça en énergie éventuellement alimentaire ou autre, c'est le premier principe général. Et du coup, il faut être clair, je pense que l'agriculture moderne de demain va être une agriculture qui associe plusieurs espèces, peut-être plusieurs variétés dans un même champ. Un rayon du soleil qui ne tombe pas sur une feuille de blé tombera sur la feuille de lentillon. En grande culture, excusez-moi, je donne des exemples qui ne sont pas forcément très viticoles, mais dans la Brie, vous avez déjà des agriculteurs, entre leurs rangées de blé, ils sèment des lentillons. Donc les rayons du soleil qui tombent pas sur les rangées de blé tombent sur les feuilles de lentillons, c'est pas perdu, c'est gagné. Et alors inutile de vous dire que dans beaucoup de pays du Sud, on dit la milpa mexicaine, le maïs, le haricot, puis toujours une cucurbitacée là, qui vient, une plante rampante qui vient intercepter les derniers rayons du soleil de mal intentionnés qui n'étaient pas tombés ni sur la céréale, ni sur la tubercule, ni sur la légumineuse, hop, on les récupère. Alors, vous allez voir, ça va devenir savant, vous commencez à deviner, je sens qu'il y en a qui disent, ça y est, il rêve ce monsieur, dans le sens c'est artisanal, ça va peut-être exiger en travail, vous avez raison. Mais voilà, je crois que le premier principe, ça va quand même être celui-là. Il me faut rajouter quand même que fabriquer de l'énergie, ça s'appelle fabriquer du sucre, ça s'appelle fabriquer de l'amidon, ça s'appelle fabriquer des huiles, ça peut se transformer en alcool, on est bien d'accord.
mais c'est des hydrates de carbone. Et quand même la bonne nouvelle, parce que donc la plante a besoin de carbone, vous le savez tous, et où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et du coup, je repose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Alors si vraiment les agriculteurs peuvent faire l'usage le plus intensif possible de ce carbone, du gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, elle va libérer l'oxygène pour nos poumons, il paraît que ce n'est pas mauvais pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer le sucre, fabriquer l'amidon, fabriquer les huiles, les lipides, et peut-être même, quand c'est des céréales, fabriquer de la paille, des restes de racines. Et ça, quand ça va se décomposer, ça fabriquera de l'humus et ça séquestrera du carbone dans les sols. Je suis pour l'agriculture intensive à l'hectare. De toute façon, la solution pour nourrir correctement la planète, ce n'est pas l'agriculture extensive qui aura besoin de toujours déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo. C'est-à-dire que nos poulets bas de gamme, parfois, que nous mangeons, à tort, on appelle ça élevage intensif. Oui, regardons les étendues de forêt qu'il a fallu déforester pour planter du soja, pour nourrir des poulets de 40 jours. Évidemment, ce n'est pas ici, rassurez-vous, donc au moins je ne serai pas étranglé à la fin de la conférence. Mais ces poulets bas de gamme, je suis désolé, c'est hyper extensif, c'est déforestateur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais on va devoir donc intensifier, faire l'usage le plus intensif des céréales au soleil et recycler quand il y a des pailles, quand il y a de l'argent, on revient. C'est pas Saint-Émilion et la viticulture, c'est pas ça dont je parle là d'emblée. Mais on va quand même en rediscuter. Alors, il me faut être honnête, si on veut que la plante puisse intercepter le gaz carbonique et relibérer l'oxygène, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et là, vous le savez sans doute, le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, bien sûr, et c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et du coup, il faut que la plante transpire pour que le gaz carbonique puisse rentrer dans la plante. Alors, la plante, elle est comme nous, elle transpire, d'autant plus qu'il fait chaud, qu'il y a du vent, etc. Mais nous, il nous faut boire tout de suite. Donc, j'ai de l'eau à disposition. Je ne vais pas me déshydrater, merci. Mais ce n'est pas seulement ça. La plante, elle a besoin d'eau, mais elle a cette capacité que nous, on n'a pas, quand elle manque d'eau à boire dans le sol, d'arrêter de transpirer pour ne pas se dessécher. Et du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle se transpirait. Et vous l'avez compris, du coup, quand elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, parce qu'elle manque d'eau dans le sol, comme ça elle ne va pas se déshydrater, c'est bien, mais elle ne peut plus intercepter le carbone du gaz carbonique. Du coup, l'élément essentiel, mais j'en conviens, l'exemple de la vigne est parfois un peu à contrario, et puis ce que j'ai vu ce matin en particulier, mais l'idéal donc pour l'alimentation saine, on va dire d'une façon générale, c'est qu'effectivement les plantes ne manquent jamais d'eau et que même dans les mois secs, on va dire le mois d'août par exemple dans le sud-ouest, et bien que même au mois d'août, il y a encore de l'eau emmagasinée dans le sol. Alors vous l'avez compris, l'exigence, c'est il faut que toute l'eau de pluie soit emmagasinée dans le sol pour être mise à disposition des racines de la plante, pour qu'elle puisse transpirer le plus longtemps possible, même quand il fait sec. Et du coup, elle continuera de pouvoir intercepter le carbone du gaz carbonique, même à ces moments-là. Eh bien, allons-y. Plus un seul filet d'eau ne doit ruisseler et rejoindre directement la rivière. Tout doit s'emmagasiner dans les sols et il y aura un excédent qui va rejoindre la nappe phréatique et qui rejoindra la rivière. Mais tout doit être infiltré. Donc, on va remettre des haies. J'ai du succès dans le bassin parisien. Ici, j'entends que vous allez en remettre pour d'autres raisons, qui sont d'ailleurs inscrites au tableau. Mais oui, je pense que dans un très grand nombre de nos écosystèmes, nous allons devoir impérativement rétablir les haies. Et je crois qu'il faut le dire, il y aura plusieurs usages à la haie, mais notamment empêcher le ruissellement dès que c'est pas. Mais le mieux, c'est encore la couverture végétale. Alors là, j'ai vu ce matin, effectivement, qu'on maintient des herbes entre les rangées de vignes pour éviter l'érosion, éviter le ruissellement. Et je trouve que c'est effectivement très astucieux. Et semble-t-il, c'est pas nouveau, mais enfin, c'est pas encore toutes les régions viticoles qui pratiquent le maintien ou même l'établissement d'une bande enherbée entre les rangées de vignes. Mais quand même, sur les sols de Piémont, sur les sols sur la côte, ça quand même évite l'érosion. Et de toute façon, l'eau doit s'infiltrer. Alors, il faut aussi, pour que l'eau s'infiltre, que le sol soit poreux.
Et là commence un vrai débat. Moi, on m'enseignait, il faut que le sol soit poreux et du coup, il faut mettre le labour. Et moi, aujourd'hui, j'enseigne. Ouh là là, le labour, malheureux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'oxygéner le carbone de l'humus des sols qui retourne à l'état de gaz carbonique, alors qu'il est impératif, au contraire, que le sol soit riche en humus, parce que c'est l'humus qui va retenir l'eau, l'argile aussi, mais l'humus va retenir l'eau, les éléments minéraux, l'humus va donner une résistance à l'érosion des sols en question. Donc, on cesse de détruire exagérément l'humus, on va essayer même de le renouveler, et donc, pas de labour. Alors évidemment, comment rendre le sol poreux? J'ai entendu, il y avait vers de terre, il y avait Colambol, il y avait Cloporte, j'entendais biologie des sols. Oui, alors on va accorder une grande importance, là vous avez raison, et dans les régions viticoles, j'ai compris ici, une très très grande importance à la biologie des sols, notamment pour que le sol soit poreux. Et pas seulement pour ça, mais notamment pour ça. Alors, c'est pas encore accepté par tout le monde ce que je raconte là, mais remettre des haies et la couverture végétale va empêcher l'infiltration. La biologie des sols va rendre poreux. Mais maintenant, il faut aussi que l'eau qui s'infiltre dans le sol soit retenue à disposition des racines. Là, c'est l'argile et l'humus. Alors, dans un sol sableux, on ne peut pas enrichir un sol sableux en argile. Un sol sableux restera un sol sableux, mais on peut enrichir tous les sols en humus. Et l'humus, on l'a déjà dit, c'est beaucoup de carbone, c'est le carbone du gaz carbonique que la plante a intercepté, elle a libéré l'oxygène, et éventuellement elle a fabriqué de la paille, elle a fabriqué des racines, les racines vont se décomposer, et il y a des microbes qui vont commencer à grignoter la paille et les racines, et fabriquer de l'humus. L'humus, c'est 50% de carbone. Sauf que le microbe qui est en train de décomposer les résidus de culture, et qui pourrait aider à fabriquer de l'humus, si à ce moment-là précis, il n'a pas un peu d'azote, alors c'est raté, il arrête le job, il ne va pas décomposer la paille, et même le carbone de la paille risque de retourner à l'état de gaz carbonique. Donc je suis désolé de faire ce petit cours d'agroécologie fondamentale, surtout que c'est que du b.a.-ba de biologie, mais c'est quand même utile à rappeler. Oui, on a besoin d'azote dans l'agriculture, c'est 5%, 5-6% d'azote dans l'humus des sols, c'est pas beaucoup, mais il faut qu'à ce moment-là précis, quand même, il y ait un peu d'azote dans les sols. Mais on a surtout besoin d'azote pour fabriquer des protéines. Parce que je vous disais, l'alimentation équilibrée, c'est les calories, l'énergie, celle qu'on dépense, on la trouve. Et donc ça, c'est la photosynthèse, c'est bien la fixation du carbone, c'est bien l'énergie solaire qui permet de fabriquer tout ça. Mais maintenant, il faut fabriquer des protéines, c'est le constituant de tous les tissus du corps humain, la peau, les cheveux, la chair, le sang et tout. Et il nous faut le renouveler parce que tout ça, ça s'use, ça repart avec la sueur, avec les urines, etc. Donc il faut renouveler dans chacun de nos repas quand même une petite ration, une ration équilibrée donc de protéines. Et les protéines, ce sont les fameux hydrates de carbone dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Mais je voudrais tout de suite vous dire, troisième bonne nouvelle, d'où vient l'azote pour fabriquer des protéines? Ça vient de l'air. 79% d'azote dans l'air que nous respirons, vous et moi. Du coup, je vous suggère que nous fassions l'usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines, puisqu'il n'y a pas de pénurie annoncée avant des millénaires. Alors, le cycle de l'azote, soyez sans crainte. Mais du coup, il nous faut être honnête, deux méthodes. Il y en a une que je vais qualifier de désuète, excusez-moi, mais je n'ai pas beaucoup de succès dans le bassin parisien. C'est on veut qu'un blé soit riche en protéines. On va lui apporter des engrais azotés de synthèse. Sauf que les engrais azotés de synthèse, on l'oublie trop souvent, ça a été fabriqué avec de l'énergie fossile. Quand c'était le gaz de lac, il y avait l'usine de Toulouse a explosé. Mais maintenant, les engrais azotés de synthèse, c'est du gaz, pour les Français, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, pour servir à la fertilisation du blé. Et quand on épand l'urée, quand on épand l'ammonitrate, quand on épand le sulfate d'ammonium, les engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, N2O, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Parce qu'il est clair, dans les défis, je pense qu'on est tous d'accord, il va falloir s'adapter au réchauffement climatique, mais peut-être aussi qu'on va demander aux agriculteurs d'atténuer leur contribution au réchauffement climatique. Alors, c'est peut-être pas la viticulture qui est la première concernée, vous avez de la chance, mais dans un très grand nombre de régions, il nous faudra éviter, et j'aurais même presque envie de dire,
interdire l'emploi des engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium. Je pense même que ce serait plus facile que d'interdire des fongicides. Parce que l'alternative existe. Et elle est connue de tous les agriculteurs. Ça s'appelle légumineuse. Légumineuse, c'est le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le lotier, la veste quand vous voulez nourrir des vaches, des brebis, des chèvres. Ça s'appelle soja, mais ça peut s'appeler lupin, ça peut s'appeler févrole, ça peut s'appeler pois fourragé quand on veut nourrir des cochons. Et quand c'est des humains, je parle sous contrôle des médecins, on aurait peut-être besoin d'ingurgiter dans notre diète un peu plus de légumes secs, un peu plus de fibres, en remplacement d'un excès peut-être de viande, etc., éviter le cancer du côlon, etc. Je regarde les visages pour voir si je ne me trompe pas, mais je crois que je ne me trompe pas trop. Et justement, ces légumes secs, si on parle des fèves, si on parle des lentilles, si on parle des pois chiches, si on parle des haricots, les petits pois, et puis si vous êtes au Sénégal, vous appellerez ça arachide, si vous êtes au Brésil, vous appellerez ça soja, enfin en Asie aussi. En tout cas, nul pays ne manque de légumineuses. Et là, c'est clair, la plante, la légumineuse, elle est capable, sur place, sur la parcelle, d'intercepter, c'est des microbes qui les aident à faire ça, mais les microbes aident la légumineuse à intercepter l'azote de l'air, fabriquer les acides aminés, les premiers composants de ces protéines, et refiler ça à la plante dont on a prélevé l'énergie, parce que c'est quand même coûteux en énergie, mais c'est donc bien l'énergie solaire, c'est bien l'énergie de la photosynthèse qui permet la synthèse des protéines sur place. Et là, c'est à la fois la France, on est déficitaire pour les 2/3, c'est l'Europe, les 28, on est déficitaire pour les 3/4 à 28. Et bien figurez-vous que nos protéines végétales sont importées. Le cassoulet de Castelnaudary, excusez-moi, haricots, Argentine. Et puis le soja, le tourteau de soja de nos cochons et le tourteau de soja de nos vaches, importés du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, transgéniques de surcroît, nous sommes dépendants pour les 2/3. Alors qu'on pourrait très bien, sur le territoire européen, nourrir des animaux européens, sur les parcelles européennes, avec de l'azote de l'air européen. Voilà. J'ai envie de dire, quand je dis français, ça fait très franchouillard. Sauf que quand je suis au Brésil et que je dis on devrait mettre des droits de douane à l'importation, c'est des suggestions pour l'Union européenne, mais je n'ai pas toujours du succès. Je vous le dis tout de suite, ça m'arrive aussi de plaider à Bruxelles pour ça, que nous mettions des droits de douane à l'importation de soja et de tourteaux de soja transgéniques de surcroît, faire en sorte que ce soit plus cher et que du coup, nous soyons, nous, incités à fabriquer des protéines sur place en circuit court, avec l'azote de l'air en circuit court et non émetteur de protoxyde d'azote. Enfin, je veux dire, on aurait des quantités d'arguments, moins de consommation d'énergie fossile. Donc, il faut une agriculture moderne de demain. C'est l'agriculture qui n'utilisera plus ou très peu d'énergie fossile, parce que fossile, voilà. Donc on va arrêter ça, et surtout qu'on a l'alternative, et puis pas d'émission de protoxyde d'azote. Je crois qu'avec la COP 21, nous devrions pouvoir gagner des procès à l'OMC si nous dénoncions les accords que nous avons quand même signés un jour pour dire on cesse d'importer, enfin on met pas de droits de douane et aucun obstacle à l'importation de ce soja et tourteaux de soja. Et les Brésiliens me répondent, quand je dis ça par un peu provocateur, j'aime bien provoquer, vous vous en rendez peut-être compte, et bien ils me disent que eux, Brésiliens, ils sont franchement pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, et ils me montrent du doigt, nos volailles, et ils me montrent du doigt, nos ruminants avec le tourteau de soja, et ils me montrent du doigt, et ils me disent que eux, Brésiliens, ils préféraient nourrir des Brésiliens. Parce que le problème, il est là. C'est qu'il nous faut penser cette alimentation saine, cette agroécologie, etc. technique. Le débat qu'on aura peut-être eu dans le jardin, il sera davantage politique. Quelle politique mettre en œuvre et comment ne pas rêver et faire en sorte que l'immense majorité des agriculteurs adhèrent à cela. En tout cas, je peux vous assurer, ce n'est pas faire du tort à des Brésiliens que de ne pas leur importer le soja et de faire en sorte que les pauvres Brésiliens qu'on a remplacés par des machines, qu'on a remplacés par des désherbants, qui se retrouvent aujourd'hui paysans sans terre, qui se retrouvent dans les bidonvilles, qui se retrouvent sans emploi, parce que l'industrialisation au sud ne crée pas d'emploi, comme elle est robotisée aussi, cette industrie qui se délocalise dans les pays du sud, ne crée pas d'emploi pour absorber l'exode rural massif. Du coup, les bidonvilles de Mexico, c'est des boucliers humains pour les narcotrafiquants, des choses un peu ressemblables au Brésil, des choses très ressemblables à Lagos en Afrique. Alors ça, j'ai envie de dire, plus jamais ça, quoi. Mais du coup,
oui, je pense que les Brésiliens mériteraient de manger leur soja plutôt que de le voir manger par nos cochons, parce que nos cochons sont solvables, eux sont trop pauvres. Et puis nous, vous savez, les poulets bas de gamme, élevés avec du maïs et du soja brésilien, de 40 jours, quand on exporte ces poulets en espace confiné, etc., qu'on a shooté aux antibiotiques, et du coup je regarde les médecins, est-ce que les antibiorésistances c'est un problème? Je crois savoir qu'aujourd'hui l'une des principales préoccupations pour notre nourriture, une alimentation saine, c'est de ne pas développer les antibiorésistances et donc de ne pas ingurgiter dans chacun de nos repas les antibiotiques qu'on a. Bon, on pourrait s'éviter ça, et je peux vous assurer, on cesserait de ruiner les basses-cours au Sénégal. Donc, c'est pas faire du tort aux pays déficitaires là-bas. Si tant est que j'arrive à vous démontrer que l'agroécologie puisse, par eux-mêmes, là-bas, ils pourraient se nourrir par eux-mêmes dans des régions semi-arides, ça reste à démontrer, mais vous allez voir que c'est possible. Mais c'est pas faire du tort. Donc je pense que chez nous, produire peut-être moins, mais mieux. Alors là, peut-être qu'ici, on est effectivement dans ce cas de figure avec la viticulture, mais produire moins, mais mieux, c'est pas faire de tort aux Brésiliens, c'est pas faire de tort aux pays déficitaires. Au contraire. Nous, on va essayer de gagner en valeur ajoutée. Ce n'est pas le produit brut à l'hectare qui nous importe. Vous savez que l'agriculture productive en France, elle est très destructive. Parce qu'il y avait des engrais qui étaient là, ils ont disparu. Il y avait des produits phytosanitaires qui étaient là, ils ont disparu. Il y avait des carburants qui ont été brûlés par le tracteur. Le tracteur lui-même, on l'a usé. Donc c'est la différence qui importe à l'hectare. Chez nous, c'est la valeur ajoutée. Et bien oui, on va développer une agriculture à haute valeur ajoutée à l'hectare, mais pas forcément un rendement élevé à l'hectare. On peut parfois diminuer les coûts de ce que nous détruisons dans les processus de production. On importera moins d'engrais, on importera moins d'énergie fossile, ce genre de choses. Mais voilà. Et ça pourra, vous allez voir que ça pourra aussi faire une alimentation saine. Voilà. J'étais un peu dans le détour, mais usage de l'azote de l'air, la fabrication des protéines, des légumineuses. Alors, d'ailleurs, l'agriculteur dans la brie qui met des lentillons entre ses rangées de blé. La céréale, c'est la calorie. Les lentillons, c'est la protéine. Il récolte ça, on sépare les grains. Et après, eh bien, il y a les pailles, riches en carbone, et il y a le lentillon, riche en azote. Et figurez-vous que ces microbes, ils trouvent le bon dosage carbone-azote, et voilà que les microbes commencent à vous fabriquer de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et j'ai coutume de dire à ce moment-là de ma démonstration que pourtant je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, s'il vous plaît, rien à voir. Alors mes étudiants, ils étaient odieux à ce moment-là. Ils disaient, mais vous êtes tombés dedans à la naissance, enfin, des trucs, mais incroyables, quoi. Non, c'est pour des raisons objectives. Le fumier, c'est quand même l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille. Ça fabrique du fumier. Et si on remet ça dans le sol, ben ça fabrique de l'humus. Moi, c'est pour des raisons totalement objectives. Sauf que ça veut dire qu'en Bretagne, désormais, on va devoir remettre les animaux sur la paille. Quand je dis remettre les animaux sur la paille, c'est pas les appauvrir complètement, hein, j'entends. C'est une litière, bien-être animal, ça va uriner, ça va faire du fumier. Ce ne sera pas du lisier, qui lui s'écoule, soluble, et fertilise de très belles algues vertes sur le littoral breton. Ça, c'est terminé, hein, c'est désuet. Donc, on va remettre les animaux sur la paille, on va fabriquer du fumier plutôt que du lisier, et ça te fera bon dosage carbone-azote pour fabriquer de l'humus dans les sols en Bretagne. Et puis, je vous suggérerais que dans le bassin parisien, où malheureusement, il n'y a plus de fumier, parce qu'il n'y a plus d'élevage, donc il y a des pailles, mais il n'y a plus l'urine. Bah oui, mais c'est ça le problème. Comme il n'y a plus d'urine, on met de l'urée. Sauf que l'urée, je vous ai déjà dit, c'est du gaz naturel russe qu'on importe pour fabriquer de l'urée. Mais ce n'est pas circuit court. Aller chercher du soja pour nourrir des cochons sur norme qui ne sont pas sur la paille et fertiliser des algues vertes. Et ensuite aller importer du gaz naturel russe, énergie fossile, pour fabriquer des engrais azotés de synthèse et faire en sorte que notre blé soit riche en protéines. Alors qu'il y a de l'azote sur tous les hectares. Et on va raisonner en circuit court. Ben, le circuit court, c'est les associations végétales, c'est les rotations de culture, etc. Céréales, légumineuses, tubercules associés, mais la bonne proportion de légumineuses. Ça s'appelle, alors j'entendais parler d'économie circulaire hier, hein, alors évidemment le fumier c'est l'économie circulaire, mais c'est aussi le cycle du carbone, c'est le cycle de l'azote, ce sont ces cycles-là que nous allons gérer en circuit court. Et là il y a urgence. On s'éloigne un peu, je reconnais des problématiques des régions viticoles par certains côtés, mais Association étroite de l'agriculture et d'élevage. Et puis, il me faut aussi être honnête avec vous, on a besoin d'éléments minéraux. Mais déjà, j'ai dit, l'énergie, c'est le soleil. Le carbone, c'est le gaz carbonique. L'azote, c'est l'air.
Et déjà, j'ai été obligé de parler plusieurs fois du sol. Il faut que le sol soit poreux, il faut qu'il soit riche en humus, il faut que l'eau puisse infiltrer, etc. Il faut qu'il y ait des collemboles, des vers de terre et autre chose. Oui, la biologie des sols, l'écologie des sols, même si ce n'est qu'un sous-écosystème d'un écosystème plus global, ça va devenir fondamental, et notamment parce que quand même, la plante prélève des éléments minéraux du sol. Alors j'en conviens, c'est pas la vigne et c'est pas le vin qui est le plus extracteur d'éléments minéraux, puisque le vin, c'est pour l'essentiel, c'est de l'énergie et des arômes. Hein, voilà. Bon, de l'énergie avec modération, mais c'est vrai que ça exporte peu d'éléments minéraux, mais pour d'autres cultures et du coup dans d'autres régions, je crois qu'il nous faut être clair, plus on prend d'éléments minéraux, plus il faut parfois en remettre. Et là, je suis désolé, il y avait 3 bonnes nouvelles, là, lumière, azote, carbone, ça, on peut en faire l'usage le plus intensif, c'est gratuit, donc c'est pas ça qui coûte, c'est ça dont il faut le faire le plus grand usage, etc. Mais les éléments minéraux, il y a quand même quelques craintes. Alors, c'est pas sur le calcium, surtout ici. Quand vous êtes en Bretagne, il faut le transporter quand même, le calcaire, ça a un coût sur les sols acides et ce genre de choses, j'en conviens, mais il n'y a pas de pénurie de falaises calcaires dans les années qui viennent. Dans les ingrédients, il y a potassium, c'est indispensable pour la santé de la plante et pour notre santé. Je regardais le tableau qui nous avait été présenté hier. Vous avez vu, le potassium ne figure pas dans les terres rares et les métaux pour lesquels il y a de grandes préoccupations. La plante a besoin, et nous aussi, on a besoin de phosphore, d'ailleurs pas seulement pour phosphorer, on a besoin, toutes les cellules du corps humain en ont besoin, et pareil pour les plantes. Alors là, il y a la mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier sur le tableau, il y avait marqué 2 fois phosphore et phosphate étaient comme hyper critiques. Et effectivement, on nous annonce, et c'est bien plus rapide que l'énergie fossile, la fin, c'est-à-dire que les mines de phosphate actuellement exploitées seront quasiment terminées. Et le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et je trouve un peu étrange d'ailleurs qu'on en parle très peu. On parle beaucoup du peak oil, de l'énergie fossile, il faut quand même être prudent. J'ai dit, l'agriculture moderne de demain, elle va être très économe en énergie fossile et usage intensif de l'énergie solaire, on est bien d'accord. Mais sur le phosphore, là, il va falloir être très raisonnable. Alors ça veut dire évidemment ne pas gaspiller. Et il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée. Si on peut s'éviter les phosphates dans les lessives, ce sera très bien aussi. Mais ce n'est pas parce que l'industrie doit faire un effort que les agriculteurs doivent dire « moi je commence que quand l'industrie aura fait un effort ». Tout le monde va devoir faire un effort, être très économe en phosphore, mais on en a impérativement besoin, la plante aussi. Mais quand même, c'est pareil que l'azote. Si on pouvait faire en sorte que le phosphore des urines n'aille pas rejoindre le littoral, ce serait quand même pas mal. Donc c'est de nouveau effluent d'élevage, fumier, on remet dans le sol, on essaye de recycler. Ça c'est sûr. Les effluents humains, parce que nous aussi, on a ingurgité du phosphore et puis on en relibère avec nos urines. Là, ça devient un peu délicat parce que nos effluents humains sont souvent mélangés avec les eaux usées industrielles. Et là, c'est les métaux lourds quand même, cadmium, plomb, mercure. Je prends grand soin de surtout pas citer le cuivre, mais je suis devenu prudent. J'ai survécu comme ça. Mais les métaux lourds, alors j'ai eu comme une bonne nouvelle là, sur le fait que ça inerte, les champignons mycorhiziens parviennent à inerter le cuivre. Mais donc les métaux lourds, effectivement, donc les boues d'épuration, on va peut-être devoir pas utiliser ça pour la fertilisation, c'est bien dommage, mais il faut vérifier à chaque fois, voilà, s'il n'y a pas de métaux lourds. Eh bien mauvaise nouvelle. Alors je sais aussi que dans toutes les foires biologiques, je vous signale, c'était peut-être pas le cas là dans le jardin, j'ai pas cherché, il y a les latrines sèches. On va uriner, on va déféquer sur de la sciure et ça fera un excellent fertilisant. Dans le 16e arrondissement de Paris, j'ai du succès quand je propose que chacun d'entre nous ayons une latrine sèche. Je ne vous raconte pas, je ne vous le dis plus jamais. Voilà. Du coup, donc, c'est quand même un peu compliqué. Mais donc, on va quand même essayer les effluents d'élevage. Et où pourrait-on en trouver du phosphore? Alors, il y a quand même une solution. Mais il y a beaucoup de phosphore, mais malheureusement à très faible dose, entre nous qui sommes à la surface de la planète et le magma qui est en dessous. Il y a quand même des épaisseurs de granit, de schiste, de gneiss, de roche-mère, comme on dit, mais des épaisseurs considérables. Sauf que le phosphore en particulier, il est à faible dose.
Les mines de phosphate, ça y est, elles sont en voie d'exploitation. C'était d'ailleurs des sédiments marins, des fonds sous-marins qui ont été surélevés, etc. Et du coup, certains, déjà en agriculture biologique, on voit des gens qui pratiquent de la fertilisation avec de la poudre de roche. Mais alors, de plus, si on veut que le phosphore soit assimilable par les plantes, il faut faire une poudre extrêmement fine. Je vous dis tout de suite, tant qu'on dépend encore d'énergie fossile, oubliez. Mais par contre, il y a quand même des solutions. La roche-mère, en dessous, est altérée tous les ans. Tous les ans, elle libère des éléments minéraux. Calcium, potassium, phosphore, oligo-éléments. La roche-mère est altérée. Vous me dites, ce n'est pas accessible à une racine de blé. Peut-être, me direz-vous, c'est peut-être pas non plus accessible à la racine de la vigne. Mais enfin bon, la question de l'enracinement de la vigne, vous pourrez m'en faire un petit cours. Je crois quand même qu'il n'est pas inintéressant qu'il y ait une racine qui pénètre assez profondément. Mais même comme ça, il y a des éléments minéraux qui vont être... La roche est altérée, et puis finalement, ça va rejoindre la mer après un parcours dans la nappe phréatique, etc. Et bien du coup, les arbres, si vous avez des arbres à enracinement profond, les arbres vont aller chercher les éléments minéraux depuis la profondeur, va les mettre dans les feuilles, la fermente tombe à terre, et ça fertilise la parcelle. J'ai un petit succès quand dans ma Normandie, je dis on va remettre des pommiers dans la prairie. Oui, le pommier avait un rôle fertilisant ou fertilitaire, je ne sais pas comment vous dites. Les haies avaient aussi un rôle fertilitaire qui a été trop souvent oublié, mais qu'on voit aujourd'hui dans un grand nombre de régions remettre en place parce que dans la haie, notamment les hautes tiges, pour éviter que ça fasse trop d'ombrage, c'est élagué régulièrement et puis les agriculteurs découpent ça en petits morceaux, ils appellent ça bois raméal fragmenté et ils étendent le bois raméal fragmenté sur leur parcelle. Il y a le carbone de la photosynthèse, il y a l'eau de la sève, il y a les éléments minéraux qui ont été pris en profondeur, etc. Il faut faire attention, il faut mettre ça dans un endroit où il y a déjà eu un peu d'azote pour pas de déséquilibre. Mais oui, la haie peut jouer un rôle fertilitaire qu'on a trop souvent oublié. Peut-être que vous allez voir des photos tout à l'heure. Moi, des choses qu'on m'avait dit, on ne pouvait jamais cultiver sous des noyers. Ben, vous allez voir tout à l'heure des cultures annuelles sous des rangées de noyers. Et c'est bien un accroissement de rendement et ce genre de choses. Donc, on va essayer de prélever les éléments minéraux du sous-sol. Peut-être que dans certaines régions, les éléments minéraux du sous-sol servent pour des arbres qui sont des arbres fourragers. Les animaux vont aller bouffer les feuilles des arbres fourragers. Et puis ensuite, les animaux sont soit à l'étable, soit au parc. Enfin, je pense un peu à certaines régions d'Afrique. Et ensuite, les bouses vont être transférées dans les zones agricoles. Écoutez, c'est une solution. Hein. On va aussi faire des transferts latéraux de fertilité, des zones forestières et des zones de prairies, enfin vers les zones agricoles avec ces boues et éventuellement le fumier, etc. Mais c'est quand même des éléments minéraux qui nous viennent du sous-sol, qui ont été mis à la surface, qui sont ensuite transférés latéralement. Et puis l'élément nouveau, décisif, je ne vous cache pas, dans un proche avenir. Donc quand je parle de la biologie des sols, on va parler des vers de terre, il y a les bactéries, les rhizobiums, il y a les fameux champignons mycorhiziens dont je parlais très rapidement tout à l'heure, pardon. Et ces champignons mycorhiziens, alors évidemment, nous connaissons tous la truffe. Ouf, la truffe a sauvé malgré le cuivre. Là, j'ai eu la réponse cet après-midi. Mais les champignons mycorhiziens, il y en a bien d'autres qui sont capables d'aller s'incruster dans la racine de l'arbre ou même de la culture annuelle et développer un mycélium extrêmement fin et d'aller rechercher tous ces éléments minéraux qui sont coincés entre les feuilles et d'argile, qui étaient autrefois dans la roche-mère, hein, soyons clairs, mais qui, au moment de la formation des sols, se sont retrouvés coincés dans les sites internes de l'argile. Et ces champignons mycorhiziens tellement filamenteux sont capables d'aller les débusquer, parfois même pour le phosphore, le solubiliser en tout cas, et le restituer à la plante parasitée. C'est-à-dire une synergie, une symbiose, et je pense pouvoir dire, sous contrôle évidemment de nos collègues de l'INRA là, qui étaient là, mais je pense que dans les 20 ans qui viennent, les principaux progrès de l'agriculture, et là je vous parle de l'agriculture biologique, et je crois que la viticulture va pouvoir aussi mettre ça à profit, ça va être les champignons mycorhiziens. C'est-à-dire, alors vous savez qu'aujourd'hui c'est vendu souvent sur les micro-organismes efficaces, les biostimulants, ça porte des noms un peu variés, et dans lequel parfois d'ailleurs il y a des molécules un peu répulsives, parfois attractives, parfois pesticides, parfois, mais aussi fertilisantes. Alors ce n'est pas forcément des molécules, c'est soit des spores de champignons, soit des fragments de mycélium, même parfois. Et à coup sûr, l'inoculum, enfin des inoculums, donc pour
à aider les plantes, à aller chercher, et d'ailleurs très inspiré de la biodynamique. Moi, je vais vous dire, agronome, scientifique, quand j'entends le discours de la biodynamique, parfois, je me dis, ouh là 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 là, cet ésotérisme, je ne comprends rien. Quand je voyais, c'était en Équateur, des gens qui me disaient, ils faisaient des purins, des trucs incroyables, et après, ils diluaient ça dans des volumes d'eau considérables, et ils me disaient, c'est la fertilisation homéopathique. Je peux vous assurer que moi, agronome, fertilisation homéopathique, si c'est une dose de phosphore à une dose homéopathique, ben oui, on n'a pas apporté beaucoup de phosphore. Sauf que maintenant, je comprends. Ils apportent des champignons mycorhiziens qui vont aller débusquer le phosphore des secrets d'argile, et c'est redoutablement efficace. Donc moi, scientifique, je n'ai pas forcément besoin de mépriser nécessairement un discours ésotérique, surtout si je vois que derrière ce discours qui me paraît ésotérique, il y a des pratiques qui se sont révélées efficaces depuis un bon moment. Ça, c'est une leçon que j'ai appris aussi. J'ai mis du temps avant de comprendre, mais oui, je crois qu'il nous faudra être très sérieux et prendre très au sérieux des résultats de recherche empirique. D'ailleurs, je vous signale, c'est là. La recherche doit être libre, il y a des quantités de thèmes, je vois la biodynamique, polyculture, etc. À coup sûr, moi je partage complètement ce qui a été écrit sur ce tableau, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais il faudra aussi très clairement, dorénavant, que la recherche scientifique reste scientifique, clairement, l'objectivité, la démonstration, l'expérience, etc. Et puis les bons mots, pas simples, est-ce qu'on dit c'est avéré, est-ce que c'est seulement probable, est-ce que c'est tout ça. Je crois qu'il nous faut être d'une extrême rigueur sur ces questions-là, mais il va falloir effectivement vraiment étudier des résultats de recherche empirique. Alors, c'est quelque chose que je crois n'est pas mis sur mon transparent, mais il est clair aussi que l'agriculture moderne de demain, si ça va venir à tout à l'heure, la protection des cultures, phéromones, répulsifs, insectes auxiliaires, et puis ce que j'ai pas mis, mais variétés tolérantes. Alors là, très clairement, oui, alors déjà, vous l'avez vu, ça y est, la haie, elle va empêcher le ruissellement. La haie, elle peut faire brisement. La haie, elle peut servir à du bois ramel fragmenté. La haie, elle a été chercher les éléments minéraux, les remettre en profondeur, elle peut jouer un rôle fertilitaire. La haie, elle a peut-être hébergé, des abeilles, d'ailleurs, on parle d'insectes pollinisateurs dans la frange arbustive, peut-être aussi des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons. Dans la bande enherbée, il y aura peut-être des carabes qui vont neutraliser les limaces. Dans les hautes tiges, il y aura des mésanges qui vont s'attaquer à la larve du carpocap. C'est comme ça, on mettra de pesticides, on aura des pommes non véreuses, quelques petites traces de tavelure, ça n'a jamais apporté de mycotoxines, soyons clairs. Mais oui, alors ça, par contre, vous êtes totalement concernés. Là, on est vraiment dans le cœur de ce qui a été discuté cet après-midi. C'est effectivement la biologie des sols, la biologie de l'environnement, les insectes auxiliaires, les prédateurs. Vous avez su, alors non pas tuer les araignées, mais en minorer l'importance avec des herbes entre les rangées de vignes. Maintenant, on commence à savoir qu'effectivement, une biodiversité qui peut accompagner la vigne peut héberger des insectes auxiliaires qui évitera de mettre des acaricides. Ça fait quand même des produits ancides en moins. Et je pense que l'agriculture moderne de demain, et je pense la viticulture aussi, c'est de ça dont elle va s'inspirer. Mais je crois aussi, j'ai entendu quand même la sélection massale. Je suis désolé. La sélection massale, alors pour être clair, c'est certains disent sélection paysanne aujourd'hui. C'était quand, alors je repars de nouveau en grande culture, quand des céréaliers, avant de réensemencer leur champ l'année d'après, cherchaient les graines de céréales dans leur champ et ils cherchaient évidemment, volontairement, les graines sur les plus beaux plants. Plus beaux plants d'ailleurs, critère de sélection, qu'est-ce qui est beau? C'était pas l'agronome, c'était le paysan dans son coin qui trouvait ça, tiens, ce plant, il est correct, il est beau. Il est beau parce que sans doute pas affecté par les insectes prédateurs et les agents pathogènes du coin. Et quand systématiquement les gens choisissent les graines sur les plus beaux plants, sur les plus beaux épis, quand il y a plusieurs épis par plant, et ils choisissaient les plus beaux graines de l'épi, et qu'on fait ça pendant des siècles, et au bout d'un certain temps, il y a bien des variétés qui s'avèrent être adaptées aux prédateurs et aux agents pathogènes du coin. Avec, j'en conviens, je ne vous cache pas, une menace, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ce ne sera plus si vrai dans quelques temps. Là, il y a vraiment un beau défi aussi. Mais il n'en reste pas moins que cette sélection massale, c'est quand même l'idée de chercher des variétés qui tolèrent la présence des ravageurs et des agents pathogènes. Et l'agriculture moderne de demain, pour des raisons sanitaires, pas de résidus pesticides dans l'alimentation, pas de perturbateurs endocriniens, pas d'antibiotiques dans la viande et ce genre de choses, l'agriculture moderne de demain ne va plus jamais tuer. C'est pour ça que je demandais à ce que quand même
on n'oublie pas que ces produits en seed, c'est quand même destiné à tuer. Alors, il y a des pesticides naturels, hein, j'accepte la réponse qui m'a été donnée à la question, hein, soyons clairs. Mais je préfère qu'on parle bien de pesticides naturels ou pesticides de synthèse et ce genre de choses. Mais un pesticide naturel reste un pesticide. Hein, donc, c'est destiné quand même à tuer. La question, c'est est-ce que de tuer, ça crée un déséquilibre écologique qui, voilà, est-ce qu'il y aura un contournement? Est-ce qu'il y aura un jour un mutant résistant qui va proliférer? Ce qu'ont vécu les agriculteurs dans un très grand nombre de régions, hein, puisqu'aujourd'hui, on est parfois à des pucerons qui sont très résistants à 3 molécules de pesticides. C'est-à-dire, il y a eu, dans l'évolution, 3 mutations qui ont permis de faire ce genre de choses. Non, désormais, s'il y a des insectes piqueurs-suceurs, on aura de variétés à poils, velus. L'insecte piqueur-suceur, il essaye de piquer et sucer la sève. Il y a des poils qui l'en empêchent. Bon, ce sera attaqué une fois sur 15. Pas trop de dégâts. Il y aura quelques dégâts. Alors, c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il faut s'habituer à vivre avec quelques petits dégâts. C'est vrai que ça veut dire aussi que le consommateur, quand il va au marché, veut une pomme, et bien, la pomme la plus suspecte, c'est celle qui, justement, est bien ronde, bien lisse, bien rien, pas une tache. Ça, moi, celle-là, je m'en méfie comme la peste. Parce que je veux 40 traitements, voilà, enfin, 34, je crois, en moyenne, mais ça, moi, j'arrête ce genre de consommation. Donc, il y aura aussi une éducation du consommateur à tout ce dont on parle là, ça va de soi. Mais vous avez des chenilles, écoutez, feuilles lisses, cirées. Le papillon dépose son œuf, hop, l'œuf tombe à terre. Au moins, il n'y aura pas de larve qui va se développer sur la feuille, ou très peu. Et puis, vous savez, on sait aujourd'hui qu'il y a des plantes qui tolèrent, donc on parle bien de plantes tolérantes, hein, pas forcément résistantes, mais tolérantes à la présence, à la fois, dans un même écosystème, de chenilles et d'insectes piqueurs-suceurs. Alors évidemment, en général, c'est des feuilles cirées. Alors parfois, il y a un peu de kératine. Le piqueur-suceur, il a du mal à transpercer le truc. Mais y compris, il y a des plantes qui, quand elles sont attaquées, il y a une échancrure, il y a un gaz volatile, et le gaz volatile attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Donc, mais ça, alors, inutile de vous dire, si, dans mes propos, quand je disais on va remettre des pommiers dans la prairie, on va remettre des haies, on va refabriquer du fumier, le vous apparaissez comme un retour en arrière, alors sachez que les champignons mycorhiziens, que les insectes auxiliaires, la maîtrise des plantes, c'est là où vont avoir lieu les plus grands progrès en agroécologie scientifique, et je pense que ça va être une recherche qui sera plus comme autrefois, une recherche en station expérimentale. Je compare des variétés. Il y en a une qui donne de plus haut rendement. Je la qualifie d'améliorée. Après, je vous enseigne qu'elle est améliorée. Et j'enseigne que l'herbe, elle est mauvaise et je vous la qualifie de mauvaise. Et où le scientifique prend le pouvoir, devient scientocrate, il connaît le bien, il connaît le mal, ce qui est meilleur. Alors ça, c'est terminé. Je dis ça parce que ma première expérience professionnelle, j'enseignais à des femmes malgaches analphabètes les variétés améliorées, la mauvaise herbe et ce genre de choses. C'est-à-dire, j'étais du haut de ma tour d'ivoire, moi, et c'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Dur hein, d'accepter ça, mais bon, il m'a fallu, hein, je suis susceptible. Mais, donc les plantes répulsives, les plantes attractives, et effectivement, j'entendais tout à l'heure qu'effectivement, modéliser le vivant, le maîtriser, etc., parce que ça va être des travaux de modélisation. Je partage ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde. Hein. Il y a un travail et ce ne sera pas toute chose égale par ailleurs. Le métier d'agronome, qui est d'ailleurs que je récuse aujourd'hui, un nomo, c'est la norme. Hein. Je sais le meilleur, je vous fixe la norme, les bonnes pratiques. Alors c'est vrai que j'avais par moments envie de dire à la table ronde, non, ne dites pas les bonnes pratiques, terminé. C'est des pratiques qu'on va tester avec les gens, et les gens jugeront si c'est bon ou pas, mais c'est terminé qu'on arrive en disant les bonnes pratiques, c'est ça, 20 mm de pluie, allez-y, mettez le cuivre. Non, ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, le défi pour l'agriculture moderne de demain. Voilà une autre façon de concevoir la recherche, ses relations avec les producteurs. Je crois que c'est une invitation à ce que nous travaillons tous, effectivement, pour arriver donc à ces écosystèmes durables, alimentation saine, etc. Et puis, donc, alors c'est aussi une façon pour moi de dire, alors quelques photos si vous voulez, mais elles ne sont pas du tout du coin. Hein. Et attention le torticolis. À gauche, c'est les prairies bretonnes. On dit les prairies pochons quand on est en Bretagne, mais c'est quand même le régras, c'est le carbone, le trèfle blanc, c'est l'azote. Bon dosage carbone-azote pour les vaches, les brebis, et surtout, ça fabrique de l'humus avec le bon dosage en Bretagne. Et à droite, c'est la même chose en climat méditerranéen. Hein. C'est la vesse avoine. Ce n'est pas les mêmes durées de prairies, j'en conviens, mais c'est les mêmes principes. Bon, ça, c'est ma Normandie, les trèfles violets avec les graminées. Les blés lentillons, c'est en région céréalière. Hein. Et d'ailleurs, on découvre que quand même certaines légumineuses profitent un peu du léger ombrage de la graminée. Hein.
Voilà. Bon, luzerne en dérobé dans l'orge. Ça, c'est pour vous rappeler que dans ma Normandie, il y a encore des génisses de race normande et que le pommier peut avoir un rôle fertilitaire, mais que la prairie, c'est comme une couverture végétale permanente. C'est pas un rayon du soleil qui tombe à terre. C'est quand même mieux que de mettre du maïs et du soja. Avec maïs à grand écartement, les rayons du soleil tombent entre les rangées de maïs et le soja importé. Pour nourrir des vaches, écoutez, je pense qu'on pourrait faire autrement. Hein. Alors évidemment, les haies, là, je prends trois c'est peut-être pas très visible, mais il y a la bande enherbée, il y a la strate arbustive, il y a les hautes tiges. Pour les insectes auxiliaires, arriver à certains équilibres écologiques, c'est quand même pas idiot. Si vous avez compris quand dans une région d'élevage, vos haies sont fourragères, écoutez, quand il y a la canicule, il n'y a plus d'herbe, les gens sont obligés de vendre les animaux en surnombre parce qu'il n'y a plus de quoi alimenter. Il y a encore des animaux qui vont survivre parce que la haie va fournir une alimentation au moment de la canicule. Là, nous sommes tout près de Montpellier. Oui, il y a du blé dur cultivé sous les noyers. Alors, ce qui n'est pas génial, c'est qu'il a fallu écarter les noyers pour que passe la moissonneuse-batteuse. Hein. En France, c'est plus l'agriculture manuelle ni la culture attelée. Hein. Enfin, j'ai vu ce matin des chevaux de trait, là, et un scarificateur dans votre région. J'ai pris des photos. Je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de l'agriculture pratiquée aujourd'hui, mais j'ai vu. Mais en tout cas, sachez que moi, on m'avait toujours enseigné qu'on ne pourrait jamais rien cultiver sous les noyers. Alors, ce qui est un peu vrai, c'est que dans la feuille même du noyer, il y a une molécule un peu toxique pour certaines cultures annuelles. On appelle ça l'allélopathie dans notre jargon. Mais dans un climat méditerranéen où les pluies sont quand même violentes, ça peut quand même être entraîné un peu en profondeur. Et puis surtout, la feuille donc apporte quand même des éléments minéraux qui ont été puisés en sous-sol. Ensuite, vous voyez bien que le blé dur là, a occupé le terrain depuis l'automne et il va l'occuper jusque le printemps pendant l'hiver. Et quand le blé sera récolté, c'est évidemment les noyers qui va continuer la photosynthèse. Ces deux catégories de plantes explorent effectivement des profondeurs d'eau différentes. La culture annuelle, l'horizon superficiel, et les noyers, la tranche en dessous. Et les racines traçantes du noyer, c'est en dessous le blé dur. Donc pareil, hein, c'est des choses que moi on ne m'avait jamais enseignées. Mais je peux vous assurer, oui, on a beaucoup à apprendre sur le fait que même dans des régions semi-arides, on peut exploiter des profondeurs d'eau bien supérieures, on peut allonger la photosynthèse même au mois d'août et fabriquer du bois, fabriquer des noix, fabriquer des choses. Alors bon, là, c'est la même chose en Espagne. Là, c'est les composts, je passe un peu vite, mais ça, c'est alors ce qu'on appelle la permaculture. Les gens me demandent, mais monsieur Dufay, qu'est-ce que c'est que la permaculture? Et avec ma modestie habituelle, je dis, c'est mon cours, pratiqué par des extrémistes. Vous prenez ça comme vous voulez. Il y a un discours effectivement tellement enthousiaste chez eux que parfois il n'y a qu'un salut, c'est la permaculture. Alors qu'effectivement, on n'est pas en train de plaider pour une secte, une religion et tout. La permaculture n'est pas une religion, c'est une pratique, mais qui pratique quand même à l'extrême, par un rayon du soleil, de tomber à terre. Et puis vous ne voulez pas qu'il y ait de prolifération de champignons pathogènes. Eh bien, écoutez, un champignon qui s'attaque à cette espèce-là, pour rejoindre la plante de la même espèce, il lui faut 9 barrières végétales. Eh bien oui, la biodiversité, ça a été dit au cours de ces 2 journées. Je ne fais que redire des choses qui sont peut-être difficilement applicables en zone viticole. Mais oui, la biodiversité peut servir à des prédateurs de prédateurs. Là, il peut y avoir des plantes répulsives, des plantes attractives. Là, ça devient vraiment savant. Et puis surtout, les barrières végétales font obstacle à la prolifération du ravageur. Ça, c'est la Camargue. On n'est plus à Madagascar, ma première expérience professionnelle. Mais il y a, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années, ça se discutait dans les colloques INRA. Et si on essayait de voir pour faire du riz bio en Camargue, est-ce que des canards sélectionnés pour le foie gras, pour le magret, distinguent-ils la mauvaise herbe du brin de riz? Eh bien, écoutez, nous avons la réponse. Oui, nos canards sélectionnés pour le foie gras et le magret savent reconnaître dans une rizière les brins de riz et la mauvaise herbe. En fait, les canards adorent bouffer les mauvaises herbes, mais ne supportent pas le riz à cause de la tige est siliceuse. Ils ne supportent pas. Alors, par contre, pour l'utilisation de ces canards pour les prédateurs de Camargue, c'est quand même moins efficace. Enfin, je veux dire, ils n'avaient quand même pas été sélectionnés sur leur aptitude à s'attaquer très directement aux prédateurs du riz. J'en conviens. Mais voilà, on progresse. Je crois qu'on progresse partout. Et il ne faut pas avoir peur d'être un peu iconoclaste. Alors, juste pour les pays du Sud, pour que vous soyez rassurés, là, sous l'acacia, la tache verte, c'est du mil. Le rendement sera 3 fois supérieur à là où il n'y a pas d'arbres. Donc là, il faut être clair. On peut, y compris au Mali, y compris au Niger,
dans des régions semi-arides, là où la France envoie des troupes, parce qu'il y a des querelles entre agriculteurs et éleveurs. Cet arbre, c'est un arbre fourrager, il peut être utile aux éleveurs. Il mange les gousses. Alors vous avez vu, il a perdu ses feuilles en saison des pluies, mais il a développé ses feuilles en saison sèche. Donc on est de nouveau, la plante annuelle va explorer en saison des pluies la couche superficielle du sol, et l'acacia, lui, il va explorer les couches profondes et même accès à la nappe phréatique, parce que même dans les régions semi-arides, ne l'oublions pas, les pluies sont violentes. Une partie de ces eaux sur des sols sableux ici va rejoindre la nappe phréatique. Eh bien l'arbre va aller le rechercher, il photosynthétise en saison sèche des feuilles vertes, et c'est une légumineuse, ça apporte de l'azote. Avec sa racine profonde, il va aller chercher des éléments minéraux en profondeur. La feuille verte, la feuille morte tombe à terre, ça apporte carbone, azote dans le bon dosage, ça apporte donc de l'humus. L'humus, ça retient l'eau, ça tombe bien, on est en région semi-aride. Enfin, je veux dire, vraiment, cette plante, elle a vraiment très bien suivi mon cours, sauf que c'est moi qui ai appris, plutôt en regardant cette plante, plutôt que la plante qui m'obéit. Mais c'est quand même redoutablement efficace. Et puis, quand les troupeaux des éleveurs nomades et semi-nomades passent, il n'y a plus de culture, ça a été récolté, ben je vais vous dire, il y a des éleveurs qui élaguent et donc les animaux mangent les gousses, ration en protéines en pleine saison sèche. La graine passe dans le tube digestif, la dormance de la graine est levée par les acides de l'appareil digestif, et la dormance est levée, et c'est les animaux des éleveurs qui réensemencent les terres agricoles en acacia albida. Petite difficulté, c'est pas en ligne. Non mais, vous savez, j'ai tout entendu. Voilà. Alors juste pour vous dire que quand on veut faire la lutte contre la désertification, c'est toujours le même arbre. En plus, ça va retenir le sable. C'est-à-dire que si on veut faire une barrière verte, il ne faut pas que ce soit un obstacle au passage des éleveurs nomades ou semi-nomades. Il faut que ce soit des arbres utiles, quoi. Mais oui, il peut y avoir des arbres qui peuvent jouer des rôles anti-désertification, anti-érosion éolienne, favorables aux agriculteurs, favorables aux éleveurs. On peut réconcilier agriculteurs et éleveurs. Enfin, je veux dire, moi, c'est un peu le travail qui m'est demandé en ce moment. Alors, en République centrafricaine, c'est un peu autre chose. Mais regardez là, on a l'impression, quand vous êtes... Alors là, évidemment, vous avez vu, on vient de labourer. On est en saison des pluies, ça vient juste d'arriver. Mais on est sous forêt. En saison sèche, on a l'impression d'être sous forêt. Inutile de vous dire que ça diminue la température à l'échelle du sol, etc. Enfin, ça a des vertus. Mais ça, alors ces arbres ont plus de 15 ans, mais les précédents, c'est une quinzaine d'années. Vous triplez le rendement en 15 ans, quoi. J'ai pas dit, donc plus vite que la croissance démographique. J'ai pas dit qu'il faut proliférer tous comme des lapins, mais il y a quand même des solutions techniques, même dans des conditions très difficiles, qui permettraient à eux, là-bas, de se nourrir correctement, en faisant l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, les rayons du soleil, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol, etc. Et nous, si on ne les ruine pas, eh bien, écoutez, on ne peut et donc avec nos sous-produits, on produira peut-être moins, mieux, et notamment moins de ces produits bas de gamme. Bon, les cultures associées, je passe un peu vite. L'agroforesterie, 800 habitants au kilomètre carré dans le Kerala, en Inde. Bon, voilà, il faut qu'on puisse débattre entre nous. Mais juste cette photo, et je vais terminer là-dessus. Là, on est en Chine. Et je ne sais pas si c'est visible, si c'est un peu visible de là où nous sommes, mais il y a du riz plus doré et il y a du riz vert. C'est deux variétés différentes. Et sachez, c'est bien pour empêcher la prolifération. C'est-à-dire que une telle variété, le champignon pathogène, pour qu'il aille rejoindre l'autre variété, trouve quand même une barrière végétale. On n'a pas tué le champignon pathogène, on minore sa prolifération et on cherche des variétés qui tolèrent sa présence. Voilà, mon petit cours positif, c'est si vous me demandez, est-ce qu'on peut se nourrir sainement, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, sans tout ça, avec une agriculture qui resterait très performante et qui serait durable, qui sans péril pour les générations d'après? Si la question n'était que technique, a-t-on quelques raisons d'être optimiste? La réponse, elle est catégorique. Oui, je suis optimiste. Techniquement, il est parfaitement possible d'avoir une alimentation saine et un développement durable avec une agriculture inspirée de l'agroécologie qui répond aux principes que j'ai indiqués tout à l'heure. Maintenant, si vous me dites, ce que je devine, ça va être l'objet du débat, Monsieur Dufumier, est-ce que ce serait quand même pas un problème politique? Et est-ce que vous êtes optimiste? Là, vous avez le droit éventuellement de ne pas me poser la question. Merci.